Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, bienvenue aux téléspectateurs de TV78 et aux auditeurs de Radio Sensation. Nous allons aborder essentiellement deux thèmes. Évidemment, nous allons revenir sur la tragédie de Rambouillet, sur cet attentat qui s'est joué vendredi, où une policière a été assassinée par un terroriste. Et nous serons en ligne tout à l'heure avec la maire de Rambouillet, Véronique Matillon. Et puis, on va prendre aussi un peu de hauteur. On va parler de l'espace, de la mission conduite par Thomas Pesquet. Et pour parler de tous ces sujets, Mathilde Aubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante, vous habitez le Chesnay, qui plus est. Et merci de nous rejoindre. Laurent Bazory, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous êtes maire adjoint d'Elancourt et président de cette chaîne. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour, vous êtes éditeur. Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et doyen honoraire de la faculté de droit. Et je suis ravi et honoré d'accueillir Moustapha Mefta. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes astrophysicien, vous êtes chercheur au LATMOS. Vous étiez le responsable scientifique du satellite UVSQ-SAT qui a été lancé par SpaceX comme la mission Pesquet. Et on va évidemment parler avec vous, avoir votre éclairage sur cette mission. Et on va tout de suite prendre de l'altitude, on va parler de la mission Pesquet. J'ai peut-être d'ailleurs une première question, parce qu'on est très honoré d'avoir un Français qui commande cette mission, mais il faut rappeler que c'est quand même une mission européenne. Alors, en général, sur la Station spatiale internationale, c'est un dispositif qui fait environ... c'est une surface qui est assez grande et c'est piloté par la NASA. Par la NASA. Donc on a un couplage avec plusieurs entités. Donc il y a l'agence fédérale russe qui participe à ce développement. Vous avez l'agence spatiale japonaise. Ensuite, il y a le Canada qui intervient et en dernier lieu, l'agence spatiale européenne. Donc Thomas Pesquet est un astronaute européen, donc il fait partie de la mission. C'est pour ça que dans le cadre de cette mission, 4 astronautes ont été mis en orbite, dont Thomas Pesquet. Et il faut considérer cela comme une fierté et un honneur pour la France, d'avoir un astronaute français qui fait partie de cette mission. Bien entendu. Alors, c'est intéressant parce que pendant longtemps, la conquête spatiale a été justement une conquête nationale. C'est-à-dire qu'il y avait un combat, il y avait la guerre froide, il y avait le combat entre les États-Unis et l'URSS. Et aujourd'hui, on voit au fond qu'il y a une coopération internationale très, très forte et en même temps une association avec le privé, puisqu'on le disait, c'est SpaceX qui a lancé Crew Dragon. Alors, oui, c'est vrai que c'est une compagnie privée qui a mis en orbite donc Crew Dragon 2, c'est important à le dire. Par contre, la coopération internationale existe depuis 1957. Donc il y a eu une période de guerre froide, une coopération entre évidemment à l'époque donc l'Union soviétique et les États-Unis, mais la France faisait aussi partie de cette coopération. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est légèrement différent. Nous avons à la fois un nouvel enjeu géopolitique. Vous pouvez constater que dernièrement, on voit la venue de la Chine, donc puissance spatiale. Donc il y a des intérêts géopolitiques et un autre aspect important, c'est lié au fait que nous avons à présent des enjeux économiques. Donc on voit intervenir des compagnies privées comme SpaceX, mais fortement financées par le gouvernement américain. Cela dit, il y a toujours eu une coopération s'agissant notamment des États-Unis, entre la NASA et le privé, même si le privé alors n'était pas aussi responsable, par exemple, du lancement que peuvent l'être Elon Musk et SpaceX aujourd'hui. Alors, initialement, si on retrace l'historique de l'ère spatiale, initialement, vous savez, il y avait des fusées V2 qui avaient été mises en place et qui ont été récupérées en grande partie par les Alliés. Donc, on était sur une application qui était essentiellement dirigée vers le militaire. Donc, ensuite, on a voulu s'orienter vers la mise en orbite du spatial. Et donc, le privé était plutôt en parallèle des gouvernements.
Après, les enjeux d'aujourd'hui sont complètement différents. C'est qu'on souhaite distribuer l'Internet un peu partout dans le monde. Donc, il y a un enjeu très important au niveau de la communication par Internet. C'est pour cela qu'on voit intervenir à nouveau SpaceX, mais aussi la compagnie Amazon de Jeff Bezos et d'autres. Donc, les enjeux sont différents. Absolument. Alors, je vais demander, est-ce que vous avez regardé un peu ces images, parce que c'était d'abord une qualité incroyable de l'espace. Vous avez regardé, Mathilde Vinou, non? Absolument, le démarrage, l'amarrage, et on a retrouvé finalement, lors de ces temps forts, notre regard d'enfant. Il y a un côté émerveillement, et finalement, cette quête spatiale, on la retrouve. Voilà, c'est notre rêve d'enfant qui se poursuit. Et puis finalement, ces moments de communion, ils sont assez rares, à part les compétitions sportives où on regarde justement avec adrénaline, avec enthousiasme, voilà, avec passion. Donc ça, c'est important, surtout dans ce contexte-là. Donc c'est des moments extrêmement forts. Et pour revenir à ce qui a été dit à l'instant, en effet, c'est une vraie conquête internationale et le rôle de la Chine est intéressant justement par rapport au nombre de fusées qui sont lancées, aussi la manière dont elle entend tisser un lien avec la Lune et les échantillons qu'elle a ramenés. Donc une grille de lecture qui est très politique de la part des États-Unis et de la Chine, c'est ce qui manque à l'Europe aujourd'hui. C'est vrai, absolument. Laurent Mazori, vous avez regardé, non? Oui, j'ai regardé avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que j'ai appris tardivement que les tenues vestimentaires des astronautes, pour une fois, avaient été dessinées par un styliste d'Hollywood. Et donc, je me suis dit que là, le privé était bien rentré. Et on le voit d'ailleurs sur l'image qui passe en ce moment. On voit bien qu'on est très proche de ce qui nous fait rêver, pour aller dans le sens de ce que disait Madame Aubineau. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'inscrit dans une forme de modernisation du spatial, le fait que tout le monde peut se l'approprier. Et puis, je l'ai regardé d'autant plus avec plaisir que je suis heureux d'avoir encore le droit de rêver à l'espace. Parce que pour faire un petit peu de politique, je vous rappelle quand même qu'il y a une dizaine de jours, on m'a expliqué que les enfants n'avaient plus le droit de rêver et que le politique se rentrait maintenant dans le fait de nous dire ce qu'on a le droit de rêver et de ne pas rêver. Je pense à nos amis d'Europe Écologie Les Verts, les amis, je mettrai des gros guillemets. Donc je suis très heureux qu'on ait pu faire à nouveau rêver la population avec du spatial. Et cette concordance de temps me semble un beau clin d'œil à la réalité de la vie. Nous, on vous a inscrit à un stage de rééducation à Poitiers, à la mairie. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. On va vous formater vos nouveaux rêves et vous serez tranquille. Grand plaisir à Poitiers. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Jean-Charles, vous avez regardé aussi, non? Oui, moi, effectivement, je rêve aussi. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je trouve ça très emballant. Et surtout, ce qui m'emballe, c'est qu'il y a à peu près une douzaine d'années, quand le patron de SpaceX a dit « Moi, je vais me lancer là-dedans, je vais envoyer des fusées. Et non seulement je l'enverrai, mais je la récupérerai. » Tout le monde a dit « Mais voilà, encore un dingue. » Il était même allé à une réunion de la NASA en disant « Vous êtes tous morts. » Et en disant « Oui, tout le monde l'a traité d'abruti, de fou absolu, etc. » Et puis là, voilà, c'est la réalité, ça marche. Il lance sa fusée, il la récupère, il envoie les trucs. Comme le dit très justement Laurent, en plus, alors on a fait un effort sur les... un spécialiste, donc il nous dira autre chose qu'ils envoient des trucs. Non, mais sur les tenues, c'est génial. Enfin, je veux dire, il y a un décorum, un look qui fait que... Alors, avant de passer justement aux enjeux, Stéphane Monson aussi, ça vous impressionne? Oui, Patrice, ça m'impressionne. Alors moi, j'ai pas regardé en direct parce que j'avais piscine à ce moment-là, donc j'ai regardé en différé. Et puis, j'en suis presque à regretter la trop grande qualité de l'image. Quand je revois les images de juillet 69, je me dis que ça fait presque plus réaliste. Là, c'est presque trop bien. Les images de juillet 69 faisaient plus, plus éloigné, presque plus mythique. Là, c'est trop bien. Voilà. Oui, on pourrait presque croire que c'est monté, que c'est faux. Il y a peut-être des complotistes qui vont nous dire tout ça n'existe pas. C'est la même chose en 69, justement. Oui, ce qu'on a dit pour 69. Moustapha Mefta, alors, l'enjeu de cette mission, c'est quoi? Alors, la mission Alpha, c'est une mission dont il y a d'abord, il faut savoir que ce sont des expériences scientifiques qui vont être réalisées à bord de la station spatiale. Il y a aussi des opérations de maintenance parce que, comme je vous ai expliqué, la station spatiale, c'est quelque chose qui est énorme. C'est 110 mètres de long, 75 mètres de large, 30 mètres de haut. C'est 450 tonnes de matériel et environ 1000 mètres cubes d'espace pressurisé. Donc il faut un entretien, le coût est assez important pour ce genre de mission, c'est plus de 140 milliards de dollars pour la Station spatiale internationale. Et donc il va y avoir aussi des tests et des études sur des cellules souches de cerveau.
Ça permet d'étudier notamment le vieillissement et l'impact de l'effet en microgravité. Alors, l'environnement spatial, il faut bien avoir en tête que c'est quelque chose de très sévère. Il y a des bombardements de protons. Et donc, l'idée, c'est de vérifier un peu comment le comportement humain, l'homme, réagit à un ensemble de paramètres. Donc, il y a une multitude d'intérêts au travers de cette mission. Et donc, encore une fois, j'insiste, il faut aussi considérer, j'ai vu le titre, c'est un honneur qu'un Français participe à cette mission. Voilà. Et à noter que c'est le 10e spationaute français qui est mis en orbite. Donc, le premier étant Jean-Loup Chrétien. Et lui étant pour la deuxième fois, d'ailleurs. Alors oui, lui, c'est son deuxième voyage. Alors, il avait fait un premier voyage en 2016. Il avait été mis en orbite avec une navette Soyouz. Donc depuis le sol russe. Donc c'est le premier vol de spationautes européens depuis le sol américain depuis ces 10 dernières années. Voilà. Et un petit lien quand même avec la station spatiale. Il y a eu un moment un autre spationaute français qui s'appelle Léopold Ehartz. Donc il est parti en 2008 avec la navette Atlantis. Et ils ont mis en place un module, je tiens à le noter, le module Columbus, donc c'est un module européen à bord de la Station spatiale internationale. Et nous avions des instruments qui ont été développés justement à Guyancourt, notamment l'instrument Solar Solspec, qui est dédié à la mesure du Soleil et du spectre solaire. Ah oui, c'est ça, le solaire, oui, absolument. Justement, alors, évidemment, on le disait, tout ça est fascinant, mais est-ce que c'est bien nécessaire d'envoyer... Alors, vous disiez, on va faire des expériences sur la santé, notamment, mais est-ce que c'est bien nécessaire d'envoyer des hommes et des femmes dans l'espace? Est-ce que les robots ne pourraient pas les remplacer? Alors, votre remarque, elle est excellente. Au début des années 1960, donc je rebondis sur la remarque de Stéphane Manson, notamment liée au fait qu'en juillet 69, on avait pu rêver sur le premier pas de l'homme sur la Lune. Donc, initialement, on pensait que la conquête spatiale allait se faire avec des humains. Ce que l'on n'avait pas vu, c'est l'avènement de la robotique et de l'informatique. Donc, oui, beaucoup d'opérations peuvent être réalisées par des robots, mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment le comportement du corps humain va réagir vis-à-vis de l'environnement spatial. Et notamment, on va s'intéresser à deux choses, c'est la future habitabilité de la Lune, mais aussi celle de Mars. Donc, il est primordial que des humains participent à ces missions. Et ensuite, vous savez, on est dans un monde hyper technologique, avec de l'intelligence artificielle et un tas de paramètres, mais rien ne peut remplacer à un moment des décisions humaines. Donc c'est fondamental qu'il y ait aussi une approche avec des humains. Ça, c'est très intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que, voilà, on pourrait s'en passer. Au fond, on ne peut pas tellement se passer de l'homme, même avec de l'intelligence. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, oui. Oui, mais dans le but même de la conquête spatiale, qui est ce but d'aller habiter un jour ailleurs, parce que notre planète sera trop petite, il faut bien évidemment, de toute façon, confronter l'humain à l'espace pour voir comment il peut s'adapter, comment il pourra y vivre, comment il pourra y déployer un certain nombre de vies du quotidien. Donc, je pense que c'est essentiel de tester les astronautes. Et d'ailleurs, la première des expériences, c'est leur présence. Ils sont eux-mêmes, quelque part, des cobayes volontaires, mais des cobayes de cette expérience spatiale pour que demain, nous tous ici, en tout cas nos arrière-petits-enfants, puissent aller sur la Lune, y vivre ou y habiter. Voilà, je pense. Vous iriez dans l'espace, Mathilde Domino? C'est un grand défi. En tout cas, cette opération, elle est très incarnée par Thomas Pesquet et on voit en amont qu'il a fait un grand travail de pédagogie avec les collèges, avec les écoles aussi. Donc ça, c'est important de continuer à tisser ce lien pour continuer à faire vivre ce rêve, cette conquête spatiale. Je pense que d'ailleurs, c'est la grande nouveauté. C'est probablement l'astronaute que nous ayons eu le plus communicant, parce que les moyens ont évolué. Mais je veux dire, il sait se mettre en scène avec tout le côté positif. Vous avez raison de le signaler. On voit aujourd'hui, il nous envoie toutes les 2 heures, on a un tweet avec une photographie. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Ce qu'on n'avait pas effectivement des astronautes plus anciens qui disent oui, c'est surtout un communicant d'ailleurs. Il est quand même. Donc... mais c'est quand même quelqu'un de formidable. Stéphane Monson, cette présence de l'homme, voilà, dans l'espace, c'est important pour vous? Oui, bien sûr que c'est important, parce que au-delà de l'aspect scientifique qui est indéniable et des avancées scientifiques que cela permet, il y a toujours cette idée de la nouvelle frontière. On n'en sort pas. Alors, même bien antérieure à la formulation de cette idée avec Kennedy, il y a au fond depuis l'époque moderne, c'est-à-dire depuis la Renaissance, depuis le XVIe siècle, toujours cette volonté d'aller
pas forcément conquérir, mais au moins d'aller explorer. Et donc, c'est ce qui contribue aussi sur le plan philosophique, historique, sociologique, politique, à faire avancer les choses. Moustapha Mehta, on peut imaginer un jour des hommes qui vont sur Mars, sachant que c'est quoi, plus de 2 ans de voyage Alors la réponse c'est oui. Alors bon, je vais rebondir quand même sur une des remarques de certaines personnes qui sont intervenues. Déjà, il faut considérer qu'il faut toujours rêver. C'est hyper important. Donc l'intérêt de l'espace, c'est quelque chose qui fait rêver. Ensuite, le fait que l'on puisse habiter Mars d'ici une quarantaine d'années, bon, c'est un sujet qui reste complexe parce que l'on n'a pas abordé un sujet, à savoir l'éthique et la morale. Parce que c'est éthique d'aller vers Mars. Ensuite, un autre paramètre qui est fondamental, c'est que l'humain, le corps humain, n'est pas fait pour vivre dans l'espace. L'environnement est très sévère, que ce soit dans l'espace ou même sur Mars. Il y a des problèmes liés à l'atmosphère, à la microgravité. Pour avoir une idée, on va voir apparaître un tas de problèmes comme l'ostéoporose, la modification de la circulation des liquides biologiques, l'atrophie du cœur. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on peut faire un parallèle entre l'homme dans l'espace et l'étude du vieillissement de l'humain. Mais il faut considérer qu'aujourd'hui, on a une planète qui s'appelle la Terre. On doit la respecter. On n'est pas dans un système avec des ressources qui sont infinies. Nous sommes dans un environnement avec des ressources limitées. Aujourd'hui, l'habitabilité de Mars, il faut le considérer comme une perspective, mais ce n'est pas la solution. Non, c'est pas la solution à la pollution de la Terre, peut-être. L'idée qu'il faudra trouver une autre planète. Il y a quand même alors un certain nombre de gens qui disent voilà, bon, c'est très bien, Thomas Pesquet, mais au fond, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'Europe, la France sont pas très bons en matière spatiale. Est-ce qu'ils ont raison de mettre le doigt sur ce point ou pas ? Alors bon, pour moi, c'est complètement infondé. Il faut considérer que la France et l'Europe sont excellents dans les domaines scientifiques, excellents aussi au niveau de l'approche commerciale et économique sur certaines missions spatiales. Bon, peut-être un peu moins de présence sur la partie militaire. Ensuite, il faut souligner quand même que la France est la 3e puissance spatiale, c'est-à-dire que troisième État qui a mis en orbite son satellite avec son propre lanceur. Donc la France, l'Europe sont et représentent des puissances spatiales de très haut niveau. Une question d'ailleurs, donc je disais vous étiez le responsable scientifique de l'UVSQ-SAT. Là sur quoi vous travaillez aujourd'hui ? Il y a d'autres missions qui vont peut-être voir le jour ? Alors, donc l'UVSQ-SAT est actuellement en orbite. Donc D'abord, il est en orbite, voilà, donc oui. il faut avoir les résultats déjà. Le 24 janvier 2021. Alors, l'amarrissage de Crew Dragon s'est fait le 24 avril 2021, soit 3 mois plus tard. Alors, déjà, on étudie les données de ce satellite qui est dédié à l'observation de la Terre au bilan radiatif. Donc, on s'intéresse à l'accumulation d'énergie et à mieux comprendre justement l'effet du réchauffement climatique. Donc, on travaille évidemment sur de nouvelles missions. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir déployer des constellations. C'est pour ça que vous parlez de l'Europe et la France, quand même des puissances spatiales de niveau très très important. Donc notre but à nous, c'est de pouvoir mettre en œuvre une constellation de petits satellites. Et cette constellation peut être déployée depuis la Station spatiale internationale. Oui. Et l'idée de ce genre de constellation, c'est de pouvoir à un moment observer la Terre avec des multipoints, de la multirésolution spectrale, mais aussi d'avoir des multivariables temporelles. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir observer la Terre depuis tout point pour pouvoir mieux comprendre les différents constituants, à savoir accumulation d'énergie, température, CO2, méthane. Donc, le climat, l'environnement représentent aussi un enjeu clé aujourd'hui. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand on envoie des satellites dans l'espace, c'est utile pour les habitants de la Terre. C'est ça qui est quand même important parce que c'est extrêmement utile. Oui. Ensuite, il y a un autre paramètre clé, c'est qu'on vit dans un monde qui est hyper technologique. Et donc, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. On est très tributaire du satellite. Donc, la Station spatiale internationale, par exemple, ça peut aussi permettre. Je vous avais dit qu'on a un instrument là qui est à bord et qui a la plus longue série de mesures. C'est un instrument français.
donc qui permet d'observer le Soleil. Et un des enjeux, c'est notamment d'observer les évolutions et les éruptions solaires. Et ça, pourquoi c'est très important? Parce que si nous avons des éruptions solaires et que nous ne savons pas les anticiper, il peut y avoir des gros dégâts au niveau de l'environnement des satellites, mais aussi de l'environnement terrestre. Et juste pour préciser et terminer là-dessus, il y a eu un événement important en 1859, une méga tempête solaire. Ça a eu des conséquences dramatiques. Des télégraphes ont été détruits, 5% de l'ozone stratosphérique qui nous protège du rayonnement ultraviolet avait été détruit, plusieurs années pour que ça se restitue. Et cet événement peut se reproduire tous les 150 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'une méga grosse éruption. C'est pour cela qu'on a besoin d'avoir des observables depuis l'espace, pour aussi observer l'espace, parce que l'espace peut être un environnement dangereux aussi pour la Terre. Absolument. Et donc il y a une dimension évidemment environnementale. C'est vrai parce qu'il y a des écolos qui condamnent en effet aussi ces vols dans l'espace, mais ça a un intérêt quand même pour la vie sur Terre. Merci infiniment Moustapha Mefta de cet éclairage. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur cette mission, parce qu'ils sont là-haut pour 6 mois, c'est ça? Alors oui, la durée de la mission, c'est 6 mois. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y a une particularité, c'est que pour la première fois, un Français va prendre le commandement de cette station spatiale. Donc Thomas Pesquet prendra le commandement de la station spatiale lors de son dernier mois en orbite. Et ça, c'est une première, quoi. Donc ça montre encore une fois que la NASA, les Américains, ont grandement confiance aux Européens pour pouvoir piloter ce genre d'opération. Avant de vous libérer, est-ce que vous avez une question à poser à Moustapha Mefta? Alors oui, moi j'ai une question. J'entends parler effectivement de ces noyades satellites. Je sais qu'il y a des programmes, y compris économiques, et de développement là-dessus pour l'Internet. Moi, mon inquiétude, c'est toujours de savoir est-ce qu'on est capable de tous les repérer pour être certain que quand on envoie la prochaine fusée, on ne va pas percuter cette espèce d'encombrement spatial. Et comment c'est cartographié pour être certain qu'on n'a pas des débris un peu partout? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus à nous communiquer? Alors oui, je vais vous préciser. Alors justement, il y a une particularité. Quand on a mis en orbite un de nos satellites le 24 janvier 2021, 143 satellites ont été mis en orbite en même temps. Oui. Donc l'élément clé, c'est de pouvoir les suivre. Donc on va à un moment suivre les satellites qui sont des éléments vivants, mais aussi on va avoir à un moment des éléments qui ne sont pas vivants, qui vont devenir des débris. Il faut savoir qu'il y a une multitude de débris depuis la première mise en orbite du premier satellite artificiel en 1957, et ça, c'est un enjeu crucial. Donc la NASA, encore une fois, donc les Américains, avec la NORAD, nous permettent de suivre ces débris. La France ou l'Europe développent aussi des systèmes similaires, donc on sait exactement où sont situés les éléments dans l'espace, mais la multitude de petits éléments génère une multitude de problèmes. C'est pour ça qu'on va voir apparaître maintenant des dispositifs pour pouvoir déplacer en orbite les satellites pour éviter que 2 systèmes se percutent. Vous savez, dernièrement, en 2008, certains États ont fait des tests pour détruire des satellites. C'est dramatique parce que ça va générer dans l'espace une multitude de petits débris. Et ce qui est vraiment dangereux sont des petits débris. Un petit débris qui peut avoir la taille d'une balle, ça correspond à une balle. Et c'est extrêmement dangereux. Et donc, il faut revenir à une chose fondamentale, c'est qu'il y a eu à un moment ce qu'on appelle le traité de l'espace de 1967. L'espace appartient à personne. Et donc, la France elle-même essaie de respecter des lois. On a ce qu'on appelle la loi des opérations spatiales. Un satellite, lorsqu'il est mis en orbite, normalement, ne doit pas rester très longtemps. On doit respecter une limite à 25 ans, justement, pour éviter cette multitude de débris. Merci infiniment, Moustapha Mefta, de cet éclairage ô combien précieux. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors, pour reparler évidemment de cette mission et puis aussi de ce que vous faites, notamment au LATMOS à Guyancourt, cette conquête de l'espace à laquelle vous participez. Merci infiniment. Merci, au revoir Patrice, au revoir à tout le monde. Alors nous allons passer au deuxième thème de cette émission, qui est un thème évidemment qui fait moins rêver, qui est beaucoup plus grave, c'est le retour du terrorisme avec cette tragédie qui s'est jouée à Rambouillet vendredi. Vous savez, une policière a été égorgée par un terroriste. C'est le deuxième thème de cette émission. Donc on va revenir sur cet attentat de Rambouillet vendredi. Il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, les Yvelines, le département peut-être le plus touché par le terrorisme, Laurent Mazori.
Alors, c'est une triste réalité. Il y a eu Magnanville, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Il y a eu des événements à Trappes il y a quelques années, si vous vous en souvenez, Patrice. Absolument. Alors, il y a probablement de multiples causes. D'abord, il faut se rappeler que les Yvelines, c'est le département de France dans lequel il y a eu le plus de départs vers le djihad. Un certain nombre de villes qui sont proches et qui appartiennent à 50 ans d'Yvelines ont vu un grand départ par rapport à ça. Donc, on voit bien que les théories djihadistes ont ici un terreau fertile, probablement plus qu'ailleurs. Comme quoi, c'est pas forcément en Seine-Saint-Denis. Hein, oui, certains disent c'est pas un hasard, hein, d'ailleurs. En même temps, il y a également un côté exemplarité des Yvelines qui fait que c'est une cible aussi intéressante, je pense, quand on veut créer l'émoi, l'effroi, hein, ce qui est quand même ce que les terroristes de tout poil recherchent. C'est plus intéressant d'aller frapper dans les Yvelines que d'aller frapper probablement dans la Creuse, encore qu'on n'est pas protégé plus dans la Creuse que dans les Yvelines. Donc on voit bien que oui, on est à la fois un département de départ, d'incrustation des idées, mais également une cible par rapport à tous les symboles que représente la qualité de vie dans ce département. Et on trouve toujours à peu près la même démarche, c'est-à-dire une personne qui se radicalise dans les derniers moments, qui passe au travers des radars de la police. C'est vrai que c'est toujours un peu le même processus. Et encore une fois, les forces de l'ordre, évidemment, qui sont les victimes de cet attentat. Mais oui, ce qui est effectivement troublant, inquiétant et hyper angoissant, c'est que n'importe qui maintenant se transforme en terroriste. Il n'y a plus besoin de ces sommes colossales pour monter les attentats. Il n'y a plus besoin de cette organisation. Ce sont des sortes d'électrons libres qui se radicalisent tout seuls dans leur chambre. Enfin, tout seul, pas forcément tout seul, mais tout d'un coup, le passage à l'acte se fait. Il n'y a pas besoin. C'est assez rapide, généralement. Voilà, c'est assez rapide et voilà, quand on voit le coût des attentats qui diminue de jour en jour, enfin maintenant ça ne coûte plus rien de faire un attentat. Enfin, je veux dire, c'est une comptabilité sordide, mais il y a un universitaire, je crois, qui a écrit un bouquin vraiment intéressant sur le coût des attentats et dit entre le coût des attentats aux États-Unis sur les tours jumelles et par exemple le coût de l'attentat à Nice et voilà, je veux dire, mais ça baisse du centuple et maintenant ça coûte rien, quoi. Je veux dire, le type achète un couteau de cuisine, donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte et qui est extrêmement grave et effectivement, que faire contre ça effectivement, c'est surveiller et bien évidemment, on va entendre, il y a une nouvelle loi qui va apparaître. On va parler après de ça. Juste sur Mathilde Aubineau, sur la réaction. Évidemment, on a toujours un sentiment comme ça d'impuissance et même d'incompréhension, quoi. Et il y a un vrai sujet. En effet, les Yvelines ont été le théâtre d'attaque. C'est le vrai risque, c'est la banalisation, avec des formules toutes faites qu'on répète. Les politiques se rendent sur place. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On voit que ça a été la police qui a été attaquée frontalement, qui est en première ligne, qui se dévoue au quotidien. Et il y a un vrai sujet, c'est la responsabilité des politiques, la manière dont ils vont nommer les choses. C'est une attaque qui a été faite contre la police par des islamistes, par un islamiste en l'occurrence. Et donc, c'est un vrai sujet de nommer la réalité telle qu'elle est, sans détour, sans litote aussi. C'est important de montrer tel qu'il est et d'expliquer aussi cette réalité-là et en affrontant véritablement le problème et en étant capable d'en parler à froid et en trouvant véritablement des solutions. Et donc, aux acteurs qui souhaitent être en responsabilité ou qui le sont, justement, il y a ce rôle et ils sont attendus aussi sur ces sujets-là. Stéphane Monson ? Tout ça, de toute façon, ce sont des questions de long terme. C'est une lutte de très longue haleine et il faut se garder de toute surenchère, qu'on voit tellement à chaque fois surgir, tant à droite avec cette obsession permanente de l'étranger, que pour une certaine gauche, avec le fait que les questions sécuritaires, ce seraient des questions justement d'extrême droite. Enfin, il y a une ligne de crête qui est assez délicate et qui doit, me semble-t-il, être empruntée, être maintenue avec grande prudence, grande vigilance et grande conscience par le pouvoir politique quel qu'il soit. Oui, c'est vrai qu'on a entendu alors des réactions politiques, alors évidemment Marine Le Pen, mais aussi dans la droite républicaine, disant il faut faire plus de liens entre l'immigration et le terrorisme. On pourrait peut-être avoir une politique de prévention plus forte. Est-ce que ça, c'est pas un peu du concours? Voilà, vous avez Bertrand qui demande maintenant une peine de 50 ans. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le concours Lépine on ferait mieux si on était au pouvoir, alors que tout le monde sait que c'est quand même très compliqué?
Oui, mais enfin, c'est quand même bien d'abord d'avoir l'idée d'essayer de faire mieux plutôt que de se dire bah oui c'est comme ça et puis on laisse tomber. Donc c'est très facile de parler de concours Lépine des idées contre le terrorisme. Moi j'appelle ce concours Lépine parce que je veux dire si un jour on arrive à trouver une solution, bah c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi. Ce qui me choque un peu, c'est que tout le monde parle d'unité nationale et puis dès qu'on ose émettre une critique sur la politique actuelle du gouvernement, on est tout de suite d'extrême droite, de droite, on n'a pas le droit de parler. Bah si, on a le droit d'émettre une idée, on a le droit de dire que peut-être la lutte contre le terrorisme pourrait être menée différemment, peut-être que l'étude des populations à risque, peut-être les flux de déplacement vers la Syrie, ce sont des pistes. Et il y a des tas de gens dans les ministères au gouvernement qui font remarquablement bien leur boulot. Il y a des dizaines d'attentats qui sont déjoués. Il n'empêche que quand il y en a un qui arrive jusqu'à son accomplissement, c'est un drame absolu et que c'est normal que les hommes politiques, sans être d'extrême droite, aient le droit de dire c'est pas absolument comme ça que nous ferions. Ils ont le droit et c'est normal. C'est ça la démocratie aussi. On ne va pas toujours balayer le truc. On dit oh là là, il y a un mort, vous n'avez pas le droit de parler. Ben si, on a le droit de parler justement parce qu'il y a un mort. Véronique Matillon, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes la maire de Rambouillet. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Évidemment, tout le monde a été surpris, au fond, qu'un attentat se déroule dans une ville qui est réputée, au fond, pour son calme, pour sa tranquillité. Quel est l'état d'esprit des habitants de Rambouillet aujourd'hui ? Alors écoutez, c'est un état d'esprit d'émotion déjà, de très très grande émotion. Je vois que les Rambolitains sont encore sous le choc et ont du mal à réaliser. Mais d'un autre côté, c'est aussi mon rôle est aussi de leur dire combien nous devons continuer à croire à la tranquillité de notre ville. Parce que oui, nous avons été frappés par cet attentat, mais que ça aurait pu arriver n'importe où. C'est un commissariat, ça s'est passé dans un commissariat, comme ça aurait pu se passer dans un autre commissariat, dans une autre ville. Ce qui est atteint, ce sont les valeurs de la République. À travers cela, c'est arrivé à Rambouillet et en effet, c'est pour une ville comme la nôtre, qui vit tranquillement d'habitude, eh bien oui, c'est bouleversant et c'est un état de choc. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une radicalisation assez rapide du terroriste. Son père vivait à Rambouillet, hein, c'est bien ça ? Oui. C'est ça. Mais évidemment, voilà, c'est très difficile de savoir quand un individu, notamment avec le confinement, les gens restent chez eux, comment il se radicalise, c'est très compliqué à savoir. Vous parliez de l'émotion des Rambolitains. Certains demandent au fond qu'il y ait un hommage qui soit organisé pour cette policière. Vous y seriez favorable ? Nous rendons un hommage en fin d'après-midi à 17h30. Un hommage est organisé au niveau de la mairie de Rambouillet parce que évidemment il n'était pas question de ne pas rendre hommage. Alors nous rendons bien sûr hommage à Stéphanie, mais à travers elle aussi à tous les policiers, puisque c'est aussi ce symbole qui a voulu être atteint. Mais c'est important de leur dire notre soutien parce que aujourd'hui, nous sommes encore, comme je vous le disais, sous le choc, c'est encore le deuil. Nous devons respecter ce deuil de la famille, des proches de Stéphanie, mais aussi de ses collègues qui sont bien entendu extrêmement atteints par ce qui s'est passé. Et les policiers de Rambouillet, le commissariat de Rambouillet, c'est une famille. Notre police municipale travaille très en lien. Nous-mêmes, à la mairie, sommes très attachés à ces liens permanents et nous devons les soutenir et les soutenir dans la durée.
Alors, vous parliez du commissariat de Rambouillet. C'est vrai que les policiers sont la cible favorite, on l'a dit, des terroristes. Alors, ça n'est pas évidemment de votre compétence, mais est-ce que vous souhaiteriez que peut-être les lieux où travaillent les policiers, les commissariats notamment, soient mieux protégés ? Alors écoutez, en effet, ça ne relève pas de mes compétences. Je pense que l'État va en tirer aussi les conséquences et les ministres se sont déplacés. Monsieur le Premier ministre et Monsieur Darmanin sont venus sur place. Comme je vous le dis, je reste dans mes compétences. Évidemment, tout ce qui pourra protéger nos policiers, mais là, en effet, c'est le commissariat, ce sont les policiers qui ont été visés, mais je pense aussi à toutes nos forces de sécurité. La gendarmerie à Rambouillet se situe non loin du commissariat. Ce sont des hommes en uniforme et je pense également à nos services de secours, les pompiers qui eux aussi interviennent au péril de leur vie aujourd'hui parce que nous le savons, ils sont aussi la cible d'agressivité. Donc c'est un ensemble de services de sécurité que nous devons absolument protéger au mieux. Si vous aviez un message à faire passer à vos administrés, vous l'avez un peu dit, c'est voilà, garder l'espoir, le recueillement, évidemment, l'émotion, et puis garder l'espoir quand même. Bien sûr, garder l'espoir, rester unis, parce que c'est en étant unis que nous sommes forts et nous allons continuer à faire famille, si je puis dire, pour affronter ce qui vient nous arriver. Nous en relever parce que c'est aussi rendre hommage à la fois à Stéphanie, à la fois à sa famille et à la fois à ses collègues, de les soutenir, d'être forts de notre côté pour pouvoir les soutenir. Merci infiniment Véronique Matillon. Je rappelle donc lundi 17h30, hommage à Stéphanie, cette policière donc, qui a été assassinée vendredi par un terroriste d'origine tunisienne. Merci infiniment, Madame le maire. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Mathilde Aubineau, justement, je reviens à ce qu'on disait précédemment. La maire nous donne un message d'unité. On voit que la classe politique, aujourd'hui, n'hésite pas à se diviser sur ces questions. Est-ce que c'est un bon sujet de division, justement, ou de débat ? Il y a plusieurs temporalités. En effet, à la suite de l'annonce, il y a évidemment le temps de l'émotion, du recueillement aussi. Après, il y a des décisions et des échanges et des débats politiques, parce qu'on est en démocratie, parce que c'est bon aussi de pouvoir échanger aussi. Et effectivement, il y a cette grille de lecture, c'est 2022, c'est les régionales aussi. Donc ça va être important aussi de ne pas tomber dans une surenchère avec les uns et les autres qui vont se positionner. Et voilà, d'avoir une recul aussi par rapport au positionnement, par rapport à cet événement dramatique également. Laurent Mazori ? Moi, je suis pas choqué qu'il y ait du débat. Je suis même pas choqué qu'il y ait de la surenchère, d'ailleurs. Parce que, pour être dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, face au terrorisme et face à tous les problèmes que nous avons en général, il faut bien que l'ensemble des forces politiques s'affrontent sur ce thème-là pour qu'il en sorte d'alors un vainqueur dans une élection. Et un vainqueur, c'est d'abord et avant tout choisir un programme. Derrière l'homme et le côté marketing ou la femme, ce qui est le programme qui compte. Et moi, j'ai envie de savoir ce que proposent les uns et les autres pour pouvoir faire mon choix. Et d'ailleurs, pour maintenir mon adhésion aussi dans un parti. Si j'adhère à un parti politique, c'est mon choix. C'est parce que je considère que ce parti porte au mieux les idées qui me semblent les plus adéquates. Et en matière de sécurité, il y a des vrais choix. Je dirais d'ailleurs qu'avant même de condamner, il faut savoir ce que l'on ferait des gens qu'on condamne. Donc, est-ce qu'on va construire des places de prison ? Combien on va en construire ? Parce que c'est trop facile aussi d'accuser les juges de libérer une partie des gens quand en fait ils ne peuvent pas de toute façon les emprisonner. Donc, que ce soit le juge d'application des peines d'ailleurs ou la décision de première instance. Donc, il y a des vrais choix politiques, des vrais enjeux. Moi, j'ai envie de savoir ce que pense l'extrême gauche, la droite, pour choisir. Voilà. Et je pense que c'est pas malsain d'ailleurs que des élections arrivent et qu'on dise oui, c'est parce qu'il y a des élections. Mais c'est bien le principe. S'il y a des élections, c'est justement pour que des programmes soient mis en place et pour que d'autres ensuite les appliquent. Et donc, je trouverais toujours un peu... Et c'est un peu facile parce qu'on dit, ils se déchirent. Mais non, ils s'affrontent avec des idées différentes. Avec des idées, mais pas des petites phrases. Donc, faut un temps long quand même d'installer des programmes, de diffuser vraiment des idées. Oui, là, on a parfois l'impression que c'est des réactions... Alors, là aussi, je comprends ce que dit Madame Aubineau, sauf qu'on est dans le mode aujourd'hui de la communication rapide, on est dans le tweet, on est dans la phrase qui doit marquer. Ouais.
Et c'est un art de Oui, trouver la d'ailleurs, Marine Le bonne Pen, c'est un phrase. tweet, hein, Oui, d'ailleurs, elle s'est relativement peu exprimée en réalité. exprimée, elle a fait un tweet. Voilà. Donc, je Enfin, elle n'a pas besoin comprends. de s'exprimer, on sait ce qu'elle pense. Donc, Non, mais Marine Le Pen, elle n'a juste que rien à faire, elle a qu'à attendre ce qui se passe, et puis de toute façon, elle encaissera à la fin. et parce justement, que, voilà. est-ce que, peut-être Stéphane Manson, est-ce que justement la droite républicaine, en reprenant, il y a la vieille phrase de Jean-Marie Le Pen, les Français préféreront toujours l'original à la copie, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là quand même, de faire monter le Rassemblement national en prenant des thèses qui ne lui sont pas très étrangères? Non, vous savez, on retrouve ça parfois dans l'expression qui est assez souvent utilisée aujourd'hui, faire le jeu de. Oui. Vous ne pouvez pas dire telle chose parce que vous faites le jeu de. Alors faire le jeu de, en traduction simultanée, si j'ose dire, ça veut dire taisez-vous. Vous ne pouvez pas vous exprimer sur cette question-là. Alors, moi, je rejoins ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des questions dont il faut parler, et Laurent Mazery aussi a raison, c'est-à-dire que on peut et on doit parler de toutes les questions importantes dans la mesure où elles importent aux citoyens, et elles importent aussi à l'équilibre, à la paix civile qui doivent être maintenues au sein de la République. Mais ceci posé, on peut aussi, en tant que citoyen, porter une appréciation, un jugement sur le niveau du discours politique. Alors on a la classe politique qu'on mérite, puisque il s'agit de voter et d'élire. Mais moi, ce que je n'apprécie pas dans ce genre de circonstances, c'est, si vous voulez, la fâcheuse impression d'être pris pour un abruti. C'est-à-dire qu'on vienne m'expliquer que des gens qui aspirent à exercer des responsabilités plus ou moins importantes viennent m'expliquer à quel point les choses seraient simples si elles étaient au pouvoir. Ça, je n'apprécie pas. Je n'aime pas être pris pour un crétin, et je pense qu'un certain nombre d'élus aujourd'hui prennent les électeurs pour des abrutis. Et qu'il est aussi dans le rôle des élus, dans le rôle des politiques en général, même si je n'aime pas ce terme-là, que d'aller parfois contre le sens du vent et contre l'opinion dominante, etc. L'homme politique ou la femme politique digne de ce nom n'est pas un bouchon qui est ballotté au gré des flots et au gré du vent. Il y a une idée d'éthique, de responsabilité qui fait, hélas, souvent défaut dans la parole politique telle qu'elle est portée dans ce genre de circonstances. Quelqu'un veut réagir? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphane. Je reviens juste une minute sur ce que vous disiez en disant est-ce que la droite républicaine ne ferait pas le jeu du Front National? Je pense que c'est plutôt la cécité de certaines personnes à gauche et de certains partis politiques de gauche qui font le jeu du Rassemblement National qu'à la droite. Enfin, je veux dire que ça me paraît un glissement intellectuel curieux. Quoi. Et Stéphane a raison de dire que sinon, oui, c'est à force de dire qu'on va faire le jeu, finalement, on finit par ne plus rien dire, ce qui n'est pas une bonne solution non plus. Aucun parti politique n'est propriétaire des idées qu'il développe, et ces idées-là, elles transcendent l'ensemble des partis. C'est comme si on disait que si on parle d'écologie demain, on fait le jeu de l'écologie. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que quand on parle d'écologie, on vide le parti écologique de sa substance, et quand on parle de sécurité ou de laïcité, parce que merci, c'est passé de mode, mais à une époque, je vous rappelais que quand on prononçait le mot laïcité, on a été taxé crack de Front National, ce qui est quand même juste hallucinant. Et je trouve qu'on en est sorti parce que justement, les partis, les hommes et les femmes politiques et le citoyen s'est réapproprié la notion de laïcité. Donc il faut parler de sécurité, il faut parler de justice, on a le droit de s'exprimer sur tout. On ne va pas être dans un pays dans lequel on peut à la fois faire des caricatures et se dire qu'on n'aurait pas le droit de parler de tout. Et moi, je trouve qu'on ne fait pas le jeu, et que bien au contraire, c'est quand justement on montre ses propres idées que l'on vient en affrontement, ne pas faire le jeu, c'est au contraire combattre, parce que sinon on abandonne des pans entiers à certains partis, et il n'y a pas encore le parti du droit de respirer, le parti du bonheur, le parti de la joie. Alors je suis pas joyeux parce que tel parti a dit qu'il fallait être heureux, aimons-nous tous. Non, je pense qu'on ne fait pas le jeu. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Au contraire, on combat, mais positivement, en montrant qu'on n'est pas complètement autiste de ce qui se passe, et qu'au contraire on représente la population. Mais maintenant l'idée, Mathilde Dobineau, vous pouvez réagir là-dessus. Allez-y, non, si vous voulez. Il y a un sujet justement par rapport à la prise de parole du politique qui bien souvent est dilué parce qu'ils veulent être uniquement dans un temps extrêmement court pour être pris dans les chaînes d'information en continu aussi. Et donc du coup, on éloigne vraiment cette
pensée qui est complexe aussi. Et donc, il y a une vraie attente pour être mieux représenté, pour être mieux entendu, pour être davantage audible. Et ça, c'est un vrai sujet aussi pour les présidentielles. Les communicants pourraient peut-être leur dire que les Français attendent peut-être aussi un peu plus de raisonnement plutôt que des petites phrases. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a peut-être aussi un changement là-dessus. Hein. Je crois que le temps des petites phrases, des réactions... non, vous ne trouvez pas? Non, c'est juste qu'on est des Français et que donc, si c'était vrai, c'est-à-dire qu'en réalité, en même temps, on dit oui, on veut il faut du fond, il faut du fond, il faut du fond, et puis après, on voit l'audience de l'émission d'Hanouna, n'est-ce pas, où Marlène Schiappa nous propose même que Cyril Hanouna ait animé le débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ridicule, drôle, mais ridicule, mais en même temps tellement révélateur. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on veut du fond, et si vous mettez à 20h, tout à l'heure, 21h, pardon, parce que entre-temps les émissions ont glissé, à 21h, vous mettez une bonne émission avec du fond, vous ferez une audience catastrophique, vous mettez une émission dans laquelle il n'y a que des petites phrases et où tout le monde se dispute, il y aura énormément d'audience, mais le lendemain, ceux qui ont regardé diront, c'était un vrai scandale cette émission, il n'y a pas de fond, tout le monde... Enfin, on le sait tous très bien, malheureusement, on achète le journal pour les questions de fond, mais on l'achète aussi pour les gros titres, puis on regarde bien les faits divers à la fin. Des sondages, qu'est-ce que vous voudriez comme émission? Et les gens répondaient à 80% des émissions culturelles. Et il y avait 2% de gens qui... Et on voit les chiffres de Sébastien le samedi, qui était exceptionnel. Donc. Et puis du fond, il y en a partout. On peut trouver. On achète le journal, on achète un news magazine, on achète Le Point, on achète l'Obs, on achète du fond. Il y en a. Les hommes politiques, ils font des petites phrases parce qu'on leur demande et parce qu'ils vont être repris, et c'est très bien, ils vont être écoutés. Et puis après, on a envie d'aller plus loin, on va là où ils s'expriment en long et en large. Et sur des quinzaines de feuillets, quand il y a une interview d'un homme politique dans Le Point, du fond, il y en a. Et s'il n'y en a pas, c'est parce que le type n'a pas de fond. Mais c'est pas parce qu'il ne peut pas l'exprimer. Donc voilà, et puis des petites phrases, des paroles. Vous étiez tout à l'heure en train de dire que c'est scandaleux que Xavier Bertrand réclame 50 ans de prison. Bah, au moins, c'est une idée. Après, on peut débattre, on peut dire, est-ce que c'est faisable, pas faisable, mais au moins, c'est pas une petite phrase, c'est une idée. C'est une idée qui fait sourire Stéphane Monson. Oui, non, mais je comprends très bien qu'il ne soit pas d'accord. Mais en tout cas, c'est une idée, c'est pas une petite phrase. Stéphane Non, mais c'est grotesque. Voilà, c'est réglé. De mon point de vue, en tout cas. Ça, c'est une petite phrase. Voilà. Mathilde, et puis après, on passe au troisième sujet. Oui, deux petites choses. Il faut aller chercher les publics là où ils sont. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi pour les électeurs, prescripteurs aussi. Mais il y a un risque aussi pour les politiques de se singer aussi. Ils restent des responsables politiques. Ils ont ce costume-là qu'il faut qu'ils endossent, quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes aussi. Et ça, c'est important, ne pas surjouer, ne pas sursignifier aussi des rôles en allant sur Twitch ou tel outil de communication à destination des jeunes. Alors, on va parler de la situation sanitaire, mais j'ai quand même, il y a une question, enfin, j'avais pas prévu d'aborder, mais je voudrais quand même avoir juste votre sentiment. Il y a une grande manifestation en faveur contre le fait que l'assassin de Madame Halimi ne soit pas jugé. Qu'est-ce que vous, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est un déni de justice, que c'est... Oui, c'est une décision curieuse. Je comprends que ça choque bien évidemment la communauté juive, mais surtout, moi, ça me choque pareillement. Et je comprends que tout le monde soit choqué. Après, Stéphane Monson va sûrement nous expliquer, il aura raison, que ça s'appuie sur des points de droit absolument irréfutables. Bon, ça, c'est tout à fait vrai. Mais l'émotion, on peut la comprendre. C'est assez compliqué, l'arrêt de la Cour de cassation, parce qu'il y a deux choses... notamment, alors ce qui est vrai, c'est que généralement, quand vous faites une infraction et que vous avez bu ou que vous avez fumé, c'est une circonstance aggravante. Là, c'est plutôt Oui. Il y a trois aspects, si je puis me permettre, Patrick. Enfin, moi, je vois deux aspects principaux. Le premier aspect que je vois, c'est tout d'abord qu'à la fois on nous dit que c'est un crime antisémite. Donc j'ai tendance à dire que s'il est antisémite, c'est qu'il ne peut pas être l'œuvre d'un fou, sinon ça ne serait pas un crime antisémite. Et en même temps, on nous explique, les experts, je ne sais plus combien, Stéphane nous le redira, 5 ou 7 experts ont jugé qu'il était effectivement fou. Alors en même temps, j'ai du mal à croire qu'on puisse être antisémite sans être fou. Donc de toute façon, déjà, c'est un peu comme le terroriste. On dit toujours c'est des solitaires, c'est des fous. Oui. Bah, s'ils sont fous, c'est pour ça qu'ils deviennent terroristes. Sinon, ils seraient pas... L'auteur de l'attentat de Rambouillet, on voit bien aussi qu'il y avait des atteintes psychiatriques. Donc, et d'ailleurs, pardon, je vous interromps parce qu'il y a une chose intéressante. Je crois que dans la loi sécurité, on va essayer de faire en sorte que, sans violer le secret médical, les psychiatres puissent apporter leur témoignage à la police, ce qui est intéressant. Juste à propos de psychiatrie, parce que l'opinion publique est toujours prête à s'offusquer, à critiquer toujours des décisions de justice, etc. Mais le Traoré, l'assassin, a peut-être été reconnu irresponsable et impossible
impossible à juger. Il est quand même parti dans ce qu'on appelle une unité pour malades difficiles, qui est un truc pire que la pire des prisons, un hôpital psychiatrique pour dingue dans son genre. Donc c'est pas non plus, on l'a pas libéré, on l'a pas mis dans, il n'est pas en train de gazouiller dans les champs. Il est dans un établissement hyper dur, et tant mieux. Enfin, il le mérite. Mais ce que je veux dire, c'est pas, il n'est pas dans une clinique, c'est pas, on est beaucoup plus proche de Volodymyr Coucou que de. Hein, oui, donc, mais il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de jugement, mais il est en prison. Il est pire qu'en prison. Il y a eu une interview du procureur général près la Cour de cassation, François Molins, la réponse du moins à cette interview fait vraiment bien le tour des choses. En substance, ici encore, d'une part, on ne peut pas parler comme ça rapidement en slogan ou en petite phrase sur une question qui est infiniment complexe. Donc ça demanderait là pour le coup vraiment du fond. Les choses sont pas si simples que cela. Et d'autre part, la Cour de cassation, c'est-à-dire le juge, ici a subi, de mon point de vue, un traitement relativement injuste parce que ça a été dit et je pense compris depuis. Le juge, de façon générale, même si là encore c'est pas si simple que cela, il applique la loi. Alors il l'applique en l'interprétant, il l'applique parfois dans ses angles morts ou dans ses silences, mais de manière générale, le juge, et c'est la tradition française, est plutôt la bouche de la loi. Et donc un projet de loi est paraît-il sur le métier, est à l'œuvre. On verra, mais en tout cas cette question, elle est infiniment plus compliquée et plus subtile que la façon dont on l'a présentée très souvent. Allez, on va passer au troisième thème, donc la situation sanitaire très rapidement. J'ai une question à vous poser. Est-ce que Macron et Bolsonaro, c'est pas le même combat finalement ? C'est vrai que pendant un moment, il y a eu les gentils et les méchants. Les gentils, c'était ceux qui mettaient la santé comme priorité avant l'économie, et les méchants étaient Trump, Bolsonaro, ceux qui mettaient l'économie avant la santé. Or, depuis qu'on sait que ce virus est compliqué, qu'il y a des variants qui vont nous embêter probablement pendant des années, j'ai l'impression qu'on change de point de vue. Vous me direz qu'il y a le vaccin en plus. Mais on va annoncer probablement pour la mi-mai la réouverture des magasins, une vie sociale peut-être plus semblable à ce qu'on connaissait avant le virus. Est-ce que finalement, ce n'est pas les méchants qui ont gagné ? Non, moi je pense que d'abord vous dites l'économie avant la santé, mais c'est surtout ce qui est important, c'est la liberté avant la santé. C'est ça le vrai débat. C'est pas tant l'économie, c'est la liberté. Moi, je suis tout à fait sur la ligne de Comte-Sponville. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. La liberté de voyager, la liberté de faire ce qu'on veut. Et là, on est dans une époque totalement liberticide. On a été... Et le président Macron a été visiblement l'otage, au départ, d'une caste médicale qui voulait prendre des décisions, qui voulait gouverner. Et heureusement, il semble s'en être libéré. Je vous interromps parce qu'il faut aller rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, moi, je suis pas d'accord sur... Enfin, si, je suis d'accord sur le fait que la liberté, c'est évidemment ce qui est le plus fondamental. Sauf que je suis pas d'accord sur le fait que le président Macron aurait été plus ou moins liberticide que d'autres, parce que quand je regarde les décisions prises, on n'a pas fermé les transports en commun. Cette semaine où nous faisons cette émission, je rappelle que nous rouvrons les écoles alors que la situation sanitaire est pire qu'au moment où nous avons décidé de les fermer il y a 3 semaines. Donc c'est quand même tout ça assez surprenant. Ça participe quand même de la volonté de maintenir une économie active au-dehors des risques sanitaires. Mais c'est vrai qu'on est passé peut-être une étape, Mathilde Dobino, voilà, on en a un peu assez, on a envie de reprendre un peu la vie, quoi. Et c'est pour ça que le fameux en même temps est précieux, à la fois les mesures de soutien et le plan de relance avec un axe sur la solidarité, sur l'environnement. Ça, c'est extrêmement précieux, c'est embêtant. Ça va être précieux pour la suite par rapport à Bolsonaro. Aucune mesure, c'est une hécatombe et ça, c'est scandaleux aussi. Donc ça, c'est important de le rappeler justement et cette irresponsabilité au Brésil. Stéphane Monceau, pour conclure. Pour conclure, c'est toujours périlleux, mais tout est toujours affaire de conciliation, de juste mesure. La décision parfaite n'existe pas. Là, tout cela manifeste, c'est que, il faut concilier les impératifs politiques, pas seulement économiques, avec les impératifs de santé publique. Quant à Bolsonaro, enfin, c'est, de mon point de vue, le degré zéro de ce que peut être un responsable politique. Oui, ça, je crois.
Non, quand je disais même combat, j'ai vrai que je ne comparais pas tout à fait, mais c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a, l'idée peut-être qu'on va vivre longtemps avec ce virus et qu'à un moment, il va falloir vivre autrement qu'en étant confiné et qu'en étant... Voilà, livre libre. Vivre libre. C'est important. J'espère qu'on C'est prépare la important. vaccination de cet hiver avec beaucoup plus d'efficacité. Et c'est vrai avec que... différents rappels. Et c'est vrai qu'il y a le Sur la vaccin vie qui change volontaire. quand même beaucoup de choses. Merci infiniment à tous les quatre. Voilà, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de PAF. Merci à tous.